Dans cette vidéo, nous allons aborder le problème de la recherche d'un élément dans une liste. Ce thème est, malheureusement peut-être, familier à beaucoup d'entre nous. Combien de fois ne doit-on pas rechercher une feuille avec des informations cruciales dans une pile de documents, par exemple? Il se trouve que c'est aussi un thème omniprésent en informatique. En effet, la recherche d'éléments est un composant essentiel de très nombreux algorithmes implémentés dans nos ordinateurs à l'heure actuelle. De ce point de vue, il est donc essentiel que cette recherche d'éléments s'effectue de la manière la plus efficace possible. L'algorithme que nous allons voir, appelé recherche par dichotomie, permet de répondre à cette demande. De plus, il utilise de façon exemplaire le principe de récursivité. Le problème que l'on désire résoudre est donc le suivant. Identifier si un élément ou un objet donné fait partie ou non d'une liste d'objets. Or, il existe deux types de listes dans lesquelles on peut avoir envie de chercher un objet. Des listes ordonnées ou non ordonnées. Commençons avec les listes non ordonnées. Une liste non ordonnée, ça peut être par exemple la liste des ingrédients qui composent un produit en vente dans un supermarché. Si vous êtes allergique au gluten, ou si vous ne désirez pas que votre produit contienne de l'huile de palme, vous aimeriez vous assurer que cet élément ne fait effectivement pas partie de la liste des ingrédients. Un autre exemple de liste non ordonnée est, comme déjà mentionné avant, une pile de documents dans laquelle vous cherchez par exemple un bout de papier sur lequel vous auriez noté un numéro de téléphone important. Dans ce cas, vous désirez accéder le plus vite possible à l'élément recherché. Vous aurez deviné que, malheureusement, dans les deux cas mentionnés ci-dessus, on n'a pas le choix que de parcourir linéairement toute la liste des éléments pour obtenir la réponse qu'on désire. Voyons donc comment écrire ceci de manière formelle. En entrée de l'algorithme, nous avons la liste d'objets qu'on appellera L et qui est de taille n, et X, un objet donné dont on aimerait savoir s'il fait partie de la liste L ou non. En sortie, nous voulons une valeur binaire oui ou non qui réponde à la question est-ce que X appartient à L. Prenez 2 minutes pour faire une pause sur la vidéo pour écrire cet algorithme vous-même. Celui-ci ne requiert pas l'utilisation du principe de récursivité. C'est une occasion d'exercer les concepts que nous avons vus dans le premier chapitre de ce cours. Une possibilité est la suivante. L'algorithme parcourt la liste L avec une boucle de 1 à n. S'il se trouve qu'un élément L de I est égal à X, alors l'algorithme sort la réponse oui. Si par contre, durant tout le parcours de la boucle, aucun élément de la liste n'est égal à X, alors l'algorithme sort la réponse non. La complexité temporelle de cet algorithme est assez simple à calculer. Dans le pire des cas, c'est-à-dire quand X n'est pas un élément de la liste L, il faut parcourir toute la liste pour obtenir une réponse. La complexité est donc un grand état de n. Si la liste est longue, disons par exemple que n vaut 1 million, cet algorithme prendra un certain temps. Mais sans aucun ordre dans la liste L, on ne peut pas faire mieux que ça. Supposons maintenant au contraire que la liste L soit ordonnée. Des exemples de listes ordonnées sont les suivants. Tout d'abord, une liste de nombres. C'est l'exemple que nous considérons par la suite. Ici, l'ordre est l'ordre classique des nombres. Un exemple de recherche d'éléments dans une liste de nombres est par exemple la vérification qu'un numéro de carte de crédit est valide, c'est-à-dire qu'il fait bien partie de la liste des numéros de carte de crédit existants dans la base de données d'une banque. Un autre exemple de liste ordonnée est une liste de noms où l'ordre est l'ordre lexicographique. On peut penser ici à la recherche d'un nom dans un annuaire ou un dictionnaire. Pour rechercher un élément dans de telles listes, on peut bien sûr faire la même chose que précédemment, à savoir effectuer une recherche linéaire dans la liste. Mais dans ce cas, on peut faire beaucoup mieux aussi. Et dans la vie de tous les jours, on fait effectivement beaucoup mieux qu'une recherche linéaire. Même si ce n'est plus d'une grande utilité de nos jours, tous les enfants apprennent encore à l'école à chercher des mots de manière efficace dans un dictionnaire. Et cette manière ne consiste certainement pas à parcourir tout le dictionnaire depuis la page 1. La recherche de mots dans un dictionnaire s'apparente en fait à l'algorithme de recherche par dichotomie
que nous allons découvrir maintenant. L'algorithme de recherche dichotomique d'un élément dans une liste a bien sûr les mêmes entrées et sorties que l'algorithme de recherche linéaire vu précédemment, excepté le fait que la liste d'entrées, elle, doit maintenant être ordonnée. Et le cœur de l'algorithme est aussi complètement différent. En quoi consiste-t-il? Le principe de base est simple. Illustrons-le sur un exemple avec la liste ordonnée L est égale à 1, 4, 5, 10, 14, 17, 23 et 30. Donc ici, n égale 8. Et prenons x est égal à 15. Pour identifier si x fait partie de la liste, on procède comme suit. On regarde d'abord un élément au milieu de la liste, en position m qui vaut n sur 2, qui vaut ici 4. C'est donc cet élément qu'on va regarder. On compare la valeur de cet élément à la valeur de x. Comme ici L de 4 vaut 10 et que x vaut 15, on voit que L de 4 est plus petit que x. Ceci nous indique, comme la liste est ordonnée, qu'il ne sert à rien de chercher l'élément x dans la partie inférieure de la liste L, car tous les nombres de ce côté seront forcément plus petits ou égaux à 10, qui est lui-même plus petit que 15. On peut donc se concentrer sur la partie supérieure de la liste et relancer l'algorithme de recherche dans cette sous-liste. Vu que cette sous-liste est 2 fois plus petite que la liste d'origine, la recherche se fera plus facilement. Mais attention, l'erreur ici serait de faire appel à un bête algorithme de recherche linéaire pour explorer cette sous-liste. On n'aurait alors pas gagné grand-chose. À la place, et c'est là que la récursivité entre en jeu, on réutilise ici le même algorithme que celui qu'on a appliqué à la liste d'origine pour explorer la sous-liste. Voyons ce que cela donne concrètement. Comme nous avons affaire à un algorithme récursif, il nous faut une condition de terminaison. Ici, la condition de terminaison survient quand la taille de la liste d'entrée vaut n égale 1. Dans ce cas, c'est simple. Si x est égal à L de 1, alors l'algorithme sort la réponse oui, et non dans le cas contraire. Si tel n'est pas le cas, l'algorithme calcule m comme étant la partie entière de n sur 2, à savoir une position au milieu de la liste L, ou à peu près. Puis l'algorithme compare x à la valeur de L de m. Si x est plus petit ou égal à L de m, alors l'algorithme reprend la recherche dans la partie inférieure de la liste, c'est-à-dire la sous-liste des m premiers nombres de la liste L, toujours avec le même nombre x en entrée également. Si par contre x est plus grand que L de m, alors l'algorithme reprend la recherche dans la partie supérieure de la liste, à savoir la liste des derniers n-m éléments qui part en position m plus 1 jusqu'à n, toujours aussi avec le nombre x en entrée. Voyons en détail comment s'exécute cet algorithme sur un autre exemple, avec la liste L qui vaut 1, 7, 9, 14, donc ici n est égal à 4, et x est égal à 10. L'algorithme teste d'abord si la condition de terminaison n est égale à 1 est atteinte. Ce n'est pas le cas ici. L'algorithme calcule ensuite la valeur de m qui vaut n sur 2, donc 2 ici, et teste si x qui vaut 10 est plus petit que L de 2 qui vaut 7. Ça n'est pas non plus le cas. Donc l'algorithme se relance avec la partie supérieure de la liste, à savoir les nombres 9 et 14, qui est maintenant de taille 2, et toujours le même nombre x égale 10. On reteste à nouveau la condition de terminaison. Est-ce que n est égal à 1 ici? Bien non, n vaut 2 en entrée. Donc,
On continue. On calcule m qui vaut n sur 2. Ici, ça donnera 1. On compare x à L de 1, qui vaut 9. Est-ce que x est plus petit que L de 1? Non. Donc, on relance encore une fois l'algorithme avec la partie supérieure de la liste, qui ne consiste plus en un seul nombre. Donc, liste de taille 1 est toujours en entrée x égale 10. On reteste la condition de terminaison. Cette fois-ci, n est égal à 1. Donc, dans ce cas, on teste si la valeur de x est égale à la valeur du seul élément de la liste, qui est en l'occurrence 14. Et clairement, ce n'est pas le cas, donc la sortie de l'algorithme est simplement non. Notez qu'il n'y a pas besoin de processus de recombinaison ici. La réponse non obtenue à la fin est directement la sortie de l'algorithme. Qu'avons-nous gagné avec cet algorithme? Vous aurez remarqué qu'à chaque étape, la taille de la liste à explorer est divisée approximativement par 2. En partant d'une liste L de taille n, on arrivera donc à une liste de taille 1, et donc à la condition de terminaison, en autant d'étapes qu'il est nécessaire de diviser n par 2 pour arriver à 1. Or, ce nombre d'étapes n'est rien d'autre, de manière approximative encore une fois, que le logarithme en base 2 du nombre n. Au final, la complexité temporelle de l'algorithme est donc un grand état de log2 de n. La recherche dichotomique est donc beaucoup plus efficace que la recherche linéaire. Par exemple, si on considère une liste de taille 1 million, la recherche dichotomique effectuera de l'ordre de 20 opérations, tandis que la recherche linéaire effectuerait 1 million d'opérations dans le pire des cas. Pour finir, 2 commentaires. Lorsqu'on cherche un mot dans un dictionnaire, on n'applique bien sûr pas le principe de la recherche dichotomique à la lettre, mais l'algorithme utilisé est très proche. Si on cherche par exemple l'orthographe du mot logarithme, on ira d'abord chercher dans les mots commençant par L, puis dans ceux commençant par LO, etc. Réduisant ainsi de manière considérable à chaque fois la taille de la sous-liste dans laquelle chercher le mot. Notez ici qu'on divise celle-ci à chaque fois par un facteur 26 et non par un facteur 2. Et l'autre commentaire est qu'on voit encore une fois ici que si les données d'entrée d'un algorithme sont structurées, en l'occurrence ici si la liste L est triée, il est alors possible d'exploiter cette structure pour écrire un algorithme beaucoup plus efficace. Ceci est un thème récurrent en informatique que nous reverrons à d'autres occasions.